Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Chaque année, des leaders politiques, économiques et sociaux du monde entier se donnent rendez-vous en janvier à Davos, en Suisse, lors du Forum économique mondial pour débattre des grands enjeux qui façonnent notre époque. Le Forum de Davos 2025 a pour thème la collaboration à l'ère de l'intelligence. Quelles sont les nouvelles tendances du développement économique mondial? Quelles sont les nouvelles opportunités et les nouveaux défis pour la coopération mondiale dans cette ère de l'intelligence? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec deux invités sur le plateau. Monsieur Renon, ancien correspondant de Guomindele en Europe. Bonjour. Bonjour. Et par visioconférence, Monsieur André Hoffmann, vice-président de la société pharmaceutique Roche Holding AG et membre du conseil d'administration du Forum économique mondial. Bonjour. 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 Bienvenue à tous les deux. La réunion annuelle du Forum économique mondial de 2025 a pour thème la collaboration à l'ère de l'intelligence et se concentre sur 5 priorités thématiques. Réinventer la croissance, les industries à l'ère intelligente, investir dans les ressources humaines, protéger la planète et reconstruire la confiance. Monsieur Roh, comment interprétez-vous le choix de ces différents thèmes ? Alors, je pense que le professeur Schwab est très fort pour trouver des mots-clés pour que tout le monde en parle pendant le forum. Vous savez bien, il a créé le forum dans les années 1971. Au début, c'est pour parler des entreprises américaines. À ce moment-là, le niveau de gestion des entreprises américaines par rapport au niveau de gestion des entreprises européennes sont beaucoup plus avancés. Donc, il a trouvé son idée. Il a invité les entrepreneurs américains et européens autour d'une table ronde pour parler de leur expérience et de leurs leçons à tirer. Et depuis, le forum est devenu le forum du monde. C'est le plus important qui rassemble chaque année plus de 3000 personnes, si j'ai bien compris. Et cette année, il y a plus de 60 chefs d'État et chefs du gouvernement sont invités. Monsieur le professeur Schwab est aussi sur le protocole international. C'était quelqu'un qui n'est pas chef d'État, qui n'est pas chef du gouvernement, mais qui est considéré comme quelqu'un, par exemple, comme patron de CEO, le comité central, comité international olympique, comme les grands patrons, par exemple, Bill Gates de Microsoft, comme l'entrepreneur star Elon Musk, qui est toujours reçu au niveau de chef d'État ou chef du gouvernement. Mais surtout, lui, il a réalisé ça par ses idées, ses pensées. Donc chaque année, ces 5 thèmes prioritaires, c'était vraiment qui signifient très bien ses idées, ses pensées. Surtout, je crois bien que remonter la croissance, c'est quelque chose d'important. Parce qu'avant, quand on parle de croissance, souvent, c'est le pourcentage. Voilà, c'est les chiffres. Et maintenant, je pense que surtout pour l'ère de l'intelligence artificielle, les chiffres sont importants. Mais ce qui est plus important, c'est la qualité. Sous-entendu que pour parler de la croissance dans un pays en voie de développement, dans un pays sous-développé, ça signifie aussi les problèmes de chômeurs. S'il y a 1% de croissance de plus, ça va dire peut-être 20 millions, quelques millions d'emplois de plus. À l'inverse, pareil. Donc maintenant, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est ça qui est très important aussi. Investir dans ressources humaines, c'était aussi important parce que maintenant, la nouvelle conception, c'est que la formation à vie. Si nous ne pouvons pas étudier pendant toute sa vie, on est abandonné. Donc je pense que ces 5 sujets, en gros, sont classiques et généraux, mais surtout qui sont visés aux problèmes d'aujourd'hui. Et en fait, vous avez eu l'opportunité de couvrir le Forum économique mondial à plusieurs reprises en tant que journaliste. Quel souvenir avez-vous gardé de cette expérience? Alors, je pense que l'idée d'organiser un forum comme ça est vraiment très bonne. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que pour chaque sujet qu'on parle, il invite vraiment le top niveau de ce sujet autour du monde qui vient en parler de ce sujet. Pour parler de l'économie chinoise, il invite le président de la République.
pour parler de Brexit. Il invite le Premier ministre britannique. Pour parler du sujet européen, il invite le président de la Commission. Vous voyez, c'est toujours ça qui est intéressant. J'ai rencontré une fois un journaliste indien. Il m'a dit, je suis un peu d'accord avec lui, il m'a dit que pour lui, il a trouvé, il y a 2 mots-clés pour le forum. Un, c'est blanc. Il y a quelques noirs, il y a quelques jaunes, mais surtout les blancs. Je pense qu'il a raison. Il a aussi un autre mot-clé, c'est anglophone. On est en Suisse, hein, on est en Suisse allemand, mais on ne parle pas français, on ne parle pas allemand, on parle anglais. Tout le monde parle anglais. Moi, j'aimais bien trouver un autre mot clé, c'est végétarien, voire végétalien. Parce que vous savez bien, pour les grands événements comme ça, souvent il y a des choses à manger, etc. Mais là, pour Davos, souvent, c'est végétarien ou végétalien. Je pense que c'est 3 mots-clés qui racontent un peu comment ce forum est. Et Monsieur Rothman, vous êtes membre du conseil d'administration du Forum économique mondial. D'après vous, quelle importance revêt ce forum pour promouvoir la coopération mondiale, notamment dans un environnement politique et économique de plus en plus complexe? Oui, alors merci beaucoup pour la question. Si j'en reviens à l'intervention qui a précédé la mienne, l'idée de dire que le forum de Davos c'est de langue anglophone, blanc et végétalien, ça me paraît une simplification un peu. Ce que nous avons essayé de faire avec l'existence du forum, c'est sur le long terme d'essayer de créer une plateforme d'échange qui soit vraiment la référence en matière mondiale, de pouvoir échanger entre beaucoup de différentes strates de la société. C'est l'endroit où l'économie rencontre la politique, c'est l'endroit où la politique rencontre tout ce qui est académique, c'est l'endroit où toutes les différentes décideurs de la planète peuvent ensemble partager des réflexions qui leur permettra de prendre des décisions plus utiles dans le futur. Ce qui me paraît important et ce qui est le fondement de la pensée du professeur Schwab, qui a depuis créé une société assez complexe qui est le World Economic Forum au sein duquel se siège, nous sommes arrivés à créer cette notion de définir une nouvelle utilisation de l'économie. L'économie dans le passé a été la source de la prospérité que nous vivons aujourd'hui, mais évidemment cette économie doit aussi être une économie durable. Donc l'idée d'arriver à créer un modèle qui permette aux entreprises de participer à la prospérité mondiale me paraît un sujet important. Et en particulier, c'est important, et ça c'était la réalisation la plus claire pour moi du forum, c'est cette notion de dire que les entreprises ne travaillent pas pour les actionnaires seulement, mais ils travaillent pour toutes les parties prenantes qui ont à voir dans la création de valeur. Donc une entreprise qui ne s'occupe que de ses actionnaires ne s'occupera pas de l'impact qu'elle peut avoir au niveau sociétal, de l'impact qu'elle peut avoir au niveau naturel sur la nature et la vie sur Terre, et aussi pas sur le bonheur individuel. Donc une entreprise qui a un but, une manière de contribuer à l'économie, me paraît beaucoup plus efficace sur le long terme que juste se concentrer sur une des parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires. Et pour vous, quel rôle joue la Chine au sein de ce forum? La Chine est évidemment une grande puissance avec une capacité industrielle et une capacité d'innovation très impressionnante. Si nous parlons de la dimension écologique, la civilisation écologique que la Chine met en place est assez exemplaire. Le transfert technologique et la transition énergétique vers les renouvelables est quelque chose qui est une leçon pour le reste de la planète. C'est faisable si on utilise déjà maintenant les technologies qui existent. On peut vraiment, même dans une économie fortement industrialisée, on peut réduire dramatiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et on dit souvent que la réunion annuelle du Forum économique mondial est une sorte de baromètre de l'économie mondiale. Monsieur Heureux, d'après vous, quels sont les principaux défis et tendances auxquelles est confrontée l'économie mondiale aujourd'hui? Pour l'année 2025. Alors, je pense que défi 1, c'est surtout le changement climatique. Vous vous rappelez, la dernière fois, il a plu à Pékin, c'était quand? C'était il y a 3 mois,
voire 4 mois. Alors, le changement climatique qui influence notre vie quotidienne. Défi 2, je pense que cette année, il faut que je parle de la politique américaine. On va voir d'ici 4 ans qu'est-ce qui va se passer. Hein. Est-ce que la politique américaine qui va changer, qui va influencer l'économie mondiale, et sur quelle échelle et comment? Je pense que c'est une grande question devant tous les journalistes du monde aujourd'hui pour répondre à cette question. Monsieur Hoffman, pour vous, quel est le potentiel de la croissance économique mondiale en 2025? Il y a deux éléments à considérer. D'abord, il y a les éléments immédiats. Le Forum économique mondial publie une fois par an une analyse du risque tel que perçu par nos membres. Nous interviewons nos membres, nous leur demandons de faire un classement de ce qu'ils voient comme grand risque dans l'année qui vient. Le grand risque qui a été identifié, c'est justement pas seulement le changement climatique, mais les événements météorologiques dramatiques. Donc je pense aux inondations, je pense aux feux de forêt, je pense à tout ce que nous avons déjà vécu dans le passé. La plupart de nos membres considèrent ceci comme le plus grand risque pour cette année. Pour le risque à 10 ans, qui est la seconde partie des questions que nous posons, tout le monde s'entend que le changement climatique est effectivement dangereux. La perte de la biodiversité, l'imprévision que cela apporte et les risques climatiques que cela apporte sont considérés par nos membres comme étant très importants. Alors aujourd'hui, si vous me parlez de l'année 2025, il va falloir arriver à négocier le risque géopolitique, il va falloir arriver à négocier l'imprévisibilité de nos relations internationales, mais vraiment le long terme, pour les entreprises qui privilégient la création de valeur sur une période plus éloignée que les 3 prochains mois ou la prochaine année, il va falloir qu'on se prenne vraiment le temps de gérer le changement climatique. Cela implique une économie décarbonée. À nouveau, la Chine là est un exemple parfait. L'économie décarbonée, mais aussi les nouvelles technologies qui nous permettront d'utiliser la nature comme base de création de valeur, plutôt que juste comme étant quelque chose qui doit être utilisé. Je crois que maintenant, l'évidence est là. La nature n'est pas seulement une ressource que l'on peut utiliser sans compter. La nature est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut régénérer et qui devrait nous permettre de créer une économie circulaire sur le long terme. Sinon, si nous ne faisons qu'exploiter ce que la nature nous offre, nous allons arriver aux limites planétaires qui rendront la création de valeur dans le futur beaucoup plus difficile. Et le baromètre de la coopération mondiale 2025 publié par le Forum économique mondial révèle qu'après une dynamique positive de 10 ans et après avoir dépassé les niveaux d'avant la pandémie, la coopération mondiale est globalement en stagnation. Monsieur Roth, après vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles la coopération mondiale est confrontée actuellement? Pour moi, les difficultés d'aujourd'hui pour l'économie mondiale, c'est que avant le Covid, à l'époque mondialisation et globalisation, tout le monde vit de tout le monde. Tout le monde vit de quelqu'un d'autre. La Russie a besoin de l'argent, la Russie a besoin de techniques de l'Europe, et l'Europe qui a besoin de l'énergie de la Russie. La Chine, on a besoin d'avoir le marché américain et européen. À l'inverse, pareil, la Chine a besoin de l'argent, investissement étranger. À l'inverse, pareil. Maintenant, tout est en train de changer. Vous voyez bien que entre la Russie et l'Europe, le service de l'énergie, le service financier, s'est découpé seulement pendant quelques mois. Donc, c'est terminé. Ça se passe la même chose à peu près entre la Chine et le marché européen et le marché surtout américain. Les difficultés, c'est surtout parce que jusqu'à maintenant, c'est l'OMC, on a parlé de l'OMC tout à l'heure, l'Organisation mondiale du commerce, qui joue le rôle principal pour le commerce international. Et maintenant, apparemment, c'est en train de remplacer par les petits groupes. Tout d'abord, on parle de CPTPP, donc là en anglais. En français, c'est plutôt l'accord progressif et global transpacifique, qui a 12 pays membres maintenant. On parle de zone libre Europe.
On parle de zone libre de Nord-Amérique, on parle de zone libre pour les pays Asie Sud-Est, etc. Il y a aussi le pays Indo-Pacifique. Donc l'OMC qui est en train de perdre ses charmes et son rôle, c'est remplacé par ces petits groupes. Et pour moi, je pense que ça, c'est dangereux. On prend des risques. Mais comment pour régler ce genre de problème, on ne sait pas. D'ici fin d'année, d'ici quelques ans, j'espère qu'on peut trouver une solution. Et ces dernières années, la Chine a continué d'être un moteur important du développement mondial. La conférence centrale sur le travail économique qui s'est tenue en fin d'année 2024 a émis des signaux forts pour stimuler l'économie en 2025 et mettre en œuvre une politique d'ouverture plus proactive. Monsieur Hoffman, d'après vous, quelles nouvelles opportunités le développement économique chinois peut-il créer en faveur d'une reprise économique mondiale? Tout d'abord, laissez-moi commencer par faire un plaidoyer aussi virulent que possible pour le maintien de ces relations économiques internationales. La création de la prospérité que nous avons actuellement n'a été possible que par l'augmentation du commerce international. Et le rôle joué par l'Organisation économique mondiale a été importante. Elle a permis d'ouvrir des marchés et de créer des chaînes de valeur qui sont un petit peu distribuées sur la planète. Donc, on essaie de créer de la valeur en se concentrant sur ce qui est important dans chacun des aspects de l'économie elle-même. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il va falloir que nous continuions à maintenir. Alors oui, la politique en ce moment, et peut-être même l'opinion publique n'est pas très porteuse à ce sujet. La mondialisation suscite des inquiétudes, en particulier au niveau des postes de travail. Mais l'ouverture que la Chine a maintenue avec les restes des pays, en particulier avec l'Europe, me paraît à long terme la seule manière de vraiment trouver une situation gagnant-gagnant. Cette idée de fermer les frontières ou de protéger les frontières par des tarifs qui augmentent les coûts pour tous ne me semble pas être la solution la meilleure. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à travailler ensemble. Et le PIB de la Chine a enregistré une croissance de 5% en glissement annuel en 2024, atteignant ainsi son objectif fixé d'environ 5%. Comment analysez-vous cette performance de l'économie chinoise ? D'abord, je la reconnais et j'approuve et je félicite le gouvernement d'être arrivé à ce niveau de croissance. Je pense que de la même manière que notre entreprise est une entreprise qui se concentre sur l'innovation comme étant quelque chose qu'on fait aujourd'hui mais qu'on n'a pas fait avant, je pense que la Chine a eu une activité particulièrement inspirée d'aller dans cette direction-là. Et je pense que la contribution de la Chine à l'économie mondiale dans ce contexte est importante. Ce qui est important aussi, bien sûr, dans le niveau de relations internationales, c'est que ces nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, soient aussi bien réglementées. Nous devons être sûrs que ces technologies bénéficient aux citoyens, bénéficient à l'individu, bénéficient à la collection des individus qu'est la société. Et pour arriver à faire cela, il va falloir qu'on se concentre un petit peu plus sur la régulation, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ces systèmes de manière aussi équitable et juste que possible. Et là, je pense que l'Europe a un avantage historique depuis de nombreuses années, parce que nous sommes une économie qui est plutôt basée vers le respect de valeurs, le respect des normes. Et là, je pense qu'il y a un pont, une passerelle évidente entre l'économie chinoise et l'économie européenne. Comment pouvons-nous ensemble développer ces nouvelles technologies ? Et comment envisagez-vous le développement économique chinois en 2025 ? J'imagine que les causes qui sous-tendent cette croissance, le fait que nous avons depuis longtemps déjà beaucoup vu de croissance d'une année sur l'autre, je ne vois pas de raison pour cela de s'arrêter. L'innovation, et en particulier l'innovation dans le domaine du climat et dans le domaine des technologies vertes, est une lame de fond qui va passer à travers toute l'économie mondiale. Et je vois là, en particulier dans la santé aussi, une opportunité pour les nouvelles idées, pour les nouvelles technologies et pour l'innovation de continuer à créer la valeur dont nous avons besoin. Si nous voulons créer une prospérité durable et inclusive, il va falloir qu'on continue
à changer les modus operandi de nos économies de manière régulière. Je ne pense pas que nous sommes à la recherche de grands changements, nous sommes à la recherche de production incrémentale qui vont nous permettre d'aller plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle impacte toutes les industries. Monsieur Roth, d'après vous, comment l'intelligence artificielle va-t-elle influencer la structure de l'économie mondiale et quelles sont les opportunités qu'elle va apporter dans l'économie ou sur le marché de l'emploi, tout ça? Alors, l'influence pour l'économie du marché, aujourd'hui, je pense qu'à long terme, sûr et certain, c'est positif. Mais à court terme, voire à moyen terme, je ne suis même pas sûr si c'est positif. Probablement, ça pose problème. Déjà, pour le problème de chômage. Peut-être au début, il y aura un peu plus de chômage. On dit, pour le marché du travail que vous parlez, il y aura d'ici en 2030, il y aura 200 millions et demi de jobs créés. Donc c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, il y aura 92 millions de jobs à disparaître. Ceci dit, quand même, ça va concerner beaucoup de monde. Et surtout pour les gens qui ont du travail d'aujourd'hui, on dit d'ici en 2030, il y aura 59% des personnes sont à avoir une nouvelle formation. Et ça, c'est pas évident. Une nouvelle formation, ça veut dire qu'il faut étudier, il faut payer, etc. Donc, il y a 11%, parmi ces 59%, il y a 11% qui ne peuvent pas avoir une nouvelle formation, à cause de l'âge, à cause de santé, à cause de l'argent, peu importe. Pour la Chine est un grand marché unique et majeur. C'est un gouvernement puissant, donc l'intelligence artificielle se développe très bien ici. D'après les statistiques, il y a plus de 4500 entreprises chinoises qui sont dans le domaine. C'est quand même un chiffre important. Et la taille de ces entreprises remonte à peu près à 100 000 milliards d'euros. Et on dit aussi, il y a un chiffre, c'est intéressant, on dit tous les 6 Chinois, il y a un au moins qui a soit un appareil, soit un outil à la maison qui est lié avec l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai pas de robot à la maison pour mettre à éteindre ou allumer, à ouvrir la porte. Mais par contre, j'ai une voiture qui a une assistance de l'intelligence artificielle. Pour la Chine, le problème, ce sont des atouts. Hein. Le grand marché unique est majeur. Tout le monde parle la même langue, on écrit de la même façon. Nous avons un gouvernement puissant. Nous avons une politique concentrée. Mais par contre, les faiblesses, ça peut être venu des mêmes raisons. C'est-à-dire que les entreprises privées, les entrepreneurs privés ne sont pas très motivés, ne sont pas très vivants, ne sont pas très actifs. Parce que déjà, l'investissement est cher pour la recherche de l'intelligence artificielle. Et M. Hoffman, quel est votre point de vue là-dessus ? Je pense que si nous voulons arriver à vraiment utiliser l'intelligence artificielle, il faut qu'on la mette au travail dans des secteurs dans lesquels nous avons une véritable urgence. Je pense évidemment au changement climatique qui, depuis le début de notre conversation, sont revenus sur la table plusieurs fois. Si nous voulons arriver à trouver des solutions globales à ce sujet, il va bien falloir qu'on travaille ensemble sur cette problématique-là. Et non seulement parler de coûts, non seulement parler de possibilités de développement, mais aussi parler de l'impact que ces technologies peuvent avoir sur les 3 grands capitales qui doivent nous inquiéter, c'est-à-dire le capital humain, le capital social et la nature. Le capital humain, c'est clairement l'individu. Comment est-ce que nous arrivons à inclure l'individu dans les programmes de croissance? Le capital social, c'est ce qui nous maintient ensemble, c'est ce que nous pouvons faire collectivement mieux que si nous le faisons seuls. Et évidemment, la nature, c'est le système qui soutient la vie sur la planète. Et si nous continuons à croître et à créer de la prospérité en détruisant cette nature, on est en train de littéralement détruire le système qui nous maintient en vie. Et je pense que ça, c'est une réalité qui commence vraiment à apparaître parce que l'intelligence artificielle nous apporte de plus en plus d'enseignements sur ce sujet. L'interconnectivité entre les 3 capitaux peut être mise en évidence de manière plus efficace si on le fait avec de la technologie que si on le fait seul.
Parce que bien évidemment, la quantité de données que nous devons générer et comprendre pour faire avancer ces phénomènes est énorme. Alors au niveau de la croissance, oui, il y aura des jobs qui vont disparaître, il y aura de nouveaux qui vont venir, mais on va créer de nouvelles opportunités d'innovation dans beaucoup de secteurs qui sont liés à ce que nous venons d'évoquer. Alors le changement climatique en est un, bien sûr, mais il y a aussi l'impact sur la santé de ces nouvelles conditions. Il y a la pollution, le remplacement des technologies extractives et minières, pardon, pas minières, mais extractives et polluantes par une technologie plus verte, une technologie plus régénératrice. Tout ça, ce sont des opportunités. L'installation des panneaux solaires demande une technologie particulière, demande une expertise particulière que l'on pourra développer. L'installation de processus de production de nourriture respectueuse de l'environnement et régénératrice demande aussi une nouvelle approche qu'il va falloir mettre en place. Alors moi, je vois ce changement qui nous inquiète un peu parce que personne n'aime le changement. Ce changement en face de nous est une grosse opportunité. Si nous gardons un esprit suffisamment ouvert pour pouvoir saisir les opportunités qui sont devant nous, si nous arriverons à innover avec la constance qui est nécessaire et dans un esprit de justice, je pense qu'on pourra aller très loin. Et moi, à l'aube de l'année 2025, je me sens plutôt convaincu que la lame de fond qui insiste sur toutes nos responsabilités individuelles et collectives devrait nous permettre de gérer cette économie de manière aussi efficace. Merci, Monsieur Rothman, et merci, Monsieur Roth, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.